Bonjour à tous, merci aux organisateurs de m'avoir sélectionné pour cette journée. Donc, c'est un travail effectivement sur les émotions du pouvoir. Je ne revendique pas du tout la paternité du titre. Le vrai titre, c'était « Gouverner, c'est pleurer ». Je trouvais ça très beau. Mais l'éditeur a décidé, de même l'éditeur a-t-il décidé de la photo de l'illustration de couverture, qui est pas mal, mais qui me gêne un peu, puisqu'il n'est pas du tout question d'Obama dans l'ouvrage, enfin, sinon sous la forme de 2-3 anecdotes. Bon, enfin, bon, ça marche quand même. Le sous-titre est presque un aveu d'échec, hein, l'arme rire colère des politiques, c'est-à-dire où est-ce qu'on s'arrête, qu'est-ce qui est émotion, qu'est-ce qui ne l'est pas. Je vous dis tout de suite, je n'ai pas du tout la réponse à cette question, et à mon avis, c'est pas du tout un problème, mais je le dis quand même au passage. Alors, moi, la question des émotions, elle ne m'intéressait pas trop il y a quelques années. Il y avait même eu un chantier dans ce labo sur cette question, et ça ne m'a pas traversé l'esprit de m'y associer, parce que je ne voyais pas trop le lien avec ce qui m'intéressait. Et puis, bon, je ne le sentais pas, tout simplement. Et c'est à la faveur d'une table ronde au congrès d'Aix-en-Provence il y a quelques années. Table ronde, tu étais, animée par Alain Faure et Emmanuel Desgriers, que j'ai eu la conviction que c'était un sujet intéressant et dont le coup d'entrée n'était pas aussi impressionnant que je ne le craignais. En fait, typiquement le genre de truc où je me dis, il y a 150 000 références à acquérir, c'est des super professionnels, des spécialistes des émotions. Je n'ai pas ma place parmi eux. Et en fait, bon, c'est l'intérêt des colloques. Au bout de 3 jours, on trouve que les collègues font voilà, ils bricolent et ils font ce qu'ils peuvent avec un objet dont tout le monde a peur, mais bon, du coup, pourquoi pas, quoi. Alors, en fait, en y réfléchissant 2 minutes, je me suis rendu compte assez vite que c'est quand même quelque chose qui, analytiquement, faisait quand même écho à mes préoccupations des dernières années, à savoir essayer de réfléchir sur une hypothèse voilà, qui oriente mon travail depuis un moment déjà. Ça, c'est pour répondre à Marc, la question de la cohérence biographique. Donc, c'est la question de ce que... Enfin, de la désemprise institutionnelle sur les individus, disons ça comme ça, ou quelque chose qui serait de l'ordre, bon, ce qu'on peut appeler l'individualisation si on veut, mais c'est peut-être pas seulement ça, c'est-à-dire le déclin des institutions, pour parler comme François Dubé, ou en tout cas le déclin de la capacité des institutions à imposer mécaniquement des conduites individuelles. De ce point de vue-là, l'exposé de Claude de ce matin était évidemment très passionnant, puisque à travers des auteurs comme Foucault, il fait écho voilà, à une problématique centrale qui est en quoi est-ce que les institutions peuvent-elles tenir les individus, peuvent-elles obliger les individus à se tenir, peuvent-elles obliger les individus à se contrôler, et quel type de tolérance les individus ont-ils pour échapper à ces normes plus ou moins explicites de sang-froid, de contrôle de soi, de non-expressivité, etc. Bon, donc, du coup, ça participe un peu d'une réflexion sur l'individualisation du champ politique, c'est-à-dire sur les transformations du champ politique, en tant qu'il est de plus en plus le fait d'acteurs individuels, d'acteurs singuliers, qui ont le droit à être eux-mêmes. Si on file la métaphore des 2 corps du roi de Kantorowicz, voilà, comment est-ce que le premier corps, le corps exemplaire, le corps idéal, le corps abstrait et impersonnel, tend à laisser paraître, et de plus en plus, un second corps plus empirique, plus concret, plus fragile, plus singulier et moins exemplaire. Et c'est ce corps-là qui pleure, et c'est ce corps-là qui se met en colère, et c'est ce corps-là qui revendique le droit aux émotions. Bon, donc j'avais dans l'idée que voilà, ça pouvait m'intéresser à ce titre-là. Donc j'ai commencé à faire ce que vous auriez fait à ma place, c'est-à-dire je suis allé voir du côté de la littérature disponible. Alors, je n'avais pas oublié que mon vieux maître Philippe Brault avait écrit des choses sur l'émotion en politique, donc il me semblait extrêmement intéressant d'un point de vue théorique, conceptuel, etc. Quand on travaille plutôt sur les émotions politiques telles que
quand on travaille sur la façon dont la science politique, la sociologie politique, au moins française, s'empare de la question des émotions, bon, en fait, on rencontre évidemment les travaux de Christophe Traini et autour de lui, de tous les gens qui suivent le chemin qu'il a ouvert. Et ce qui me frappait, c'est que le grand absent de cette vague de recherche, c'est les acteurs politiques eux-mêmes. C'est-à-dire, en fait, implicitement, la science politique entérine une équation qui peut être formulée de façon très simple, c'est-à-dire, il y a de l'émotion du côté des mouvements sociaux, il y a de l'émotion dans la rue, il y a de l'expressivité du côté de la société civile en tant qu'elle se politise, du côté des militants, du côté des manifestants, mais dès qu'on monte un peu dans l'appareil d'État, dès qu'on va des gouvernés vers les gouvernants, dès qu'on va vers des rôles un peu institutionnels, eh bien on observe une raréfaction des émotions, je ne sais pas, mais des travaux sur les émotions, en tout cas, c'était assez évident, de façon assez significative. J'avais regardé dans tous les collectifs de Christophe Traini la présence des élus, et je n'ai trouvé qu'un exemple, c'est Maurice Olive, qui fait un très très beau papier sur... je ne sais pas si c'est la table ronde, je ne crois pas, non. C'est dans un autre collectif, un très très beau papier sur la façon dont des maires ruraux, ça se passe à Marseille, opposés à l'intercommunalité, n'ont pas d'autre registre pour se faire entendre de la grande ville que d'adopter des postures explicitement expressives, et certains d'ailleurs le font pas en disant bon attention, je suis quand même monsieur le maire, je peux pas, madame le maire, je peux quand même pas faire n'importe quoi, etc. Et comme par hasard, ce sont donc de petits élus, donc l'en bas de la société politique, qui s'autorisent le droit à l'expressivité, alors que du côté des grands élus, on est plutôt sur une norme d'impassibilité. Donc voilà, les émotions sont plutôt du côté des militants, des électeurs, des petits élus à la rigueur, mais pas du côté des grands animaux politiques. Or, mon projet, c'était de travailler là-dessus, sur les personnalités politiques. J'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais c'est bien ça qui m'intéresse, c'est-à-dire comment est-ce que les émotions vont trouver place tout en haut ou tout au centre du champ politique. Donc mon objet, je le construisais comme ça, le rapport aux émotions des gouvernants ou des personnalités politiques. À ce stade-là, ça n'a pas... on brasse tellement large qu'on n'est pas à une approximation près. Alors il y a deux pistes, en fait, deux pistes de recherche possibles qui ont orienté mes lectures. Une première piste que j'ai adoré suivre, même si il y a évidemment un risque de mourir noyé, qui est la question de l'impassibilité des gouvernants, c'est-à-dire comment est-ce qu'au fil de l'histoire, c'est figé le stéréotype très machiavélien au passage du gouvernant impassible. Donc c'est le stéréotype de Louis XI dont on ne voit jamais ce qu'il pense vraiment. C'est Mitterrand surnommé le Sphinx, si on veut faire un raccourci historique. Et puis entre les deux, je me suis amusé à retrouver des portraits de Napoléon ou de plein d'autres. Bon, avec toujours cette idée que la capacité d'un gouvernant à masquer ses émotions est une arme politique. Dans l'interaction, c'est une ressource de pouvoir masquer ses émotions. Et puis toujours sur l'histoire de ce que j'ai appelé cette norme de sang-froid ou cette norme d'impassibilité, il y a évidemment le modèle indépassable pour moi de Norbert Elias. Et puis c'est aussi Elias conjugué à Weber, c'est-à-dire bon, c'est la figure du fonctionnaire sans passion, bien sûr, mais c'est aussi la norme d'impassibilité telle qu'elle s'est imposée au sein de la société de cour et telle qu'elle s'est imposée comme signe d'appartenance, et ça c'est très très important, à l'élite sociale. C'est-à-dire que ce que dit bien Elias, ce que dit Mouchembled ou d'autres historiens après lui, c'est que la capacité à contrôler ses émotions, c'est un marqueur aristocratique au XVIIe, au XVIIIe siècle, et par contre-coup, l'émotion est renvoyée, enfin tous ceux qui ont un peu travaillé là-dessus savent bien ça, est renvoyée à toutes les populations dominées. C'est-à-dire l'émotion, ce sont les femmes, l'émotion, ce sont les milieux populaires, l'émotion, ce sont les peuples colonisés, etc. etc. Donc l'expressivité est qu'allait dire définitivement, non justement pas définitivement, mais en tout cas structurellement et lourdement stigmatisée.
Bon, donc évidemment, il est très important de prendre la mesure de cette histoire longue du sang-froid. Je renvoie aux travaux de Claudine Haroche, par exemple, et de beaucoup d'autres chercheurs. Cette question me semble assez bien renseignée, mais peut-être je suis impressionnable quand je lis des historiens. Il y a une deuxième piste, c'est l'histoire du rapport des gouvernants aux émotions. Non, pardon, l'histoire du gouvernement des émotions par les politiques. Car si les politiques sont impassibles, donc c'est une autre piste de recherche possible, étudier la façon dont les gouvernants, tout en étant eux-mêmes impassibles, gèrent les émotions populaires, c'est-à-dire les décrètent, c'est-à-dire les cadrent, c'est-à-dire les interdisent ou les rendent obligatoires. Donc c'est l'orchestration politique de la peur, de la joie, de la tristesse, de l'indignation, etc. Donc c'est la thématique du gouvernement des émotions, qui est évidemment extrêmement passionnante. Je faisais allusion à Foucault tout à l'heure, mais dans cette perspective-là, c'est évidemment très très passionnant de se poser la question, qu'est-ce que c'est qu'une émotion d'État ? Voilà, en plus j'ai écrit au moment de la minute de silence de 2015, voilà, qu'est-ce que c'est qu'une émotion d'État ? Je renvoie au très, très bon travail de Jérôme Truc sur ces questions. Voilà, la minute de silence comme émotion d'État. Mais c'est aussi toute la thématique des jeux du stade, de l'offre, la façon dont les politiques offrent tout un ensemble de choses qui suscitent chez nous des émotions, soit des émotions tristes, soit des émotions joyeuses. Donc j'ai relu Olivier Hill sur la fête républicaine, Mona Ozouf sur la fête révolutionnaire. Enfin, par exemple, très intéressant de voir au moment de la Révolution comment il y a à la fois la volonté de susciter la passion politique pour virer l'Ancien Régime, mais en même temps, très rapidement, la volonté de réguler les émotions parce que la foule est hystérique, etc. Donc il faut des fêtes révolutionnaires qui doivent se caractériser par l'encadrement des masses et on va faire de la musique et pas n'importe quelle musique parce que tel instrument, c'est plutôt un instrument qui suppose un très grand contrôle de soi, etc. Bon. Donc j'arrive à cette hypothèse un peu simple, qui consiste à dire, au fond, les gouvernants sont des gens qui sont eux-mêmes pris dans une norme de sang-froid, c'est-à-dire qui n'ont pas le droit d'éprouver des émotions directement, pour les raisons que j'ai dites, mais qui sont dans l'obligation de réguler, de dicter, de conduire les émotions populaires au sens très large. Donc ils doivent dire quoi éprouver sans eux-mêmes éprouver, ou sans eux-mêmes montrer qu'ils éprouvent. Je travaillais il n'y a pas très longtemps là, sur la cérémonie hommage à Johnny Hallyday. C'est le discours de Macron, donc c'est vraiment extrêmement intéressant de voir comment il y a un discours émotionnel, qui est le discours tenu par quelqu'un qui se contrôle parfaitement, mais qui en appelle aux émotions et qui ne cesse d'évoquer les émotions qu'il prête de façon quasi performative à ceux à qui il s'adresse. C'est-à-dire, c'est à la fois, regardez-moi, je suis exemplaire, je me contrôle parfaitement, et dans le même temps, vous, soyez aimable, vous êtes le peuple français, Johnny est une icône, donc faites-moi le plaisir d'être triste comme vous devez l'être à la mort de cet homme qui a tout sacrifié pour vous. Donc du coup, faisant cela, je bute sur une autre catégorie et j'ouvre une autre boîte noire avec un autre risque de noyade qui est les sciences du langage et l'émotion. Puisque les politiques n'ont pas le droit à l'expressivité émotionnelle, ils ont en revanche le droit, et peut-être même le devoir, de tenir un discours émotionnel. Donc c'est la question, où l'émotion se cache-t-elle dans le discours des politiques ? Et là, j'ouvre sur des travaux, mais vous savez que c'est un petit peu mon truc, l'analyse de discours. Je suis très très vite largué, je vous rassure, parce que c'est d'une très grande technicité linguistique, et en plus les collègues ne sont pas d'accord entre eux. Où l'émotion est-elle dans le discours ? Et est-ce qu'on peut, alors ça c'est le fantasme en sciences du langage, est-ce qu'on peut quantifier les émotions, qualifier et quantifier les émotions dans un discours ? Et les linguistes arrivent assez vite à la conclusion que l'émotion, elle est à plusieurs niveaux dans le discours. Il y a à la fois l'émotion trouble qui vient percuter le discours, mais il y a aussi le lexique des émotions,
Alors, je peux dénombrer le nombre de fois où Sarkozy a dit larmes en 5 ans. Hein. C'est assez facile. Mais l'émotion dans le discours, c'est pas que ça, évidemment. Est-ce que 3 points de suspension, 1 point d'exclamation, c'est un marqueur émotionnel dans le discours? Bon, vous voyez le genre de questions qu'on va poser. Hein. Est-ce qu'il y a un lexique de la peur? Est-ce qu'il y a un lexique de la colère? Bon. Une collègue qui s'appelle Marion Ballet a fait un très très beau livre. C'est une thèse avec Philippe Brault sur la question des émotions dans le discours présidentiel, enfin discours de campagne présidentielle, et elle a quantifié ce qu'elle appelle les occurrences émotionnelles. Alors c'est un travail de bénédictin, c'est des chiffres en valeur absolue, c'est par dizaines de milliers, je ne sais pas comment elle a fait. Bon, résultat, la thèse est un peu mécanique, mais moi, elle m'a beaucoup servi parce qu'elle me permet de me conforter dans l'idée qu'il y a bien quelque chose à tricoter autour d'un résultat de recherche très simple qui est il y a de plus en plus d'émotions dans le discours politique. Voilà. Bon. Et comme c'est ça que je voulais démontrer, ça m'arrange assez. Donc, voilà, j'emprunte le livre à la bibliothèque et je le garde. Bon. Mais bon, je fais allusion à un très beau travail d'un collègue qui s'appelle Hugues Constantin de Chanay, qui a un article dans Mo, sur cet épisode de la vie politique dont vous vous souvenez peut-être, Ségolène Royal disant « je suis en colère, je suis en colère, je suis en colère », etc. Alors il montre très bien qu'il y a contradiction entre le lexique, qui est bien un lexique d'émotion, et un certain nombre de marqueurs paralinguistiques qui donnent à voir, au contraire, un parfait contrôle de soi, et il dit, bon, est-ce que, voilà, qu'est-ce qu'il faut en conclure en termes de communication politique? Est-ce qu'il y a de l'émotion? Alors, je vous rassure, il y a quand même un matériau. Bon, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il y a un corpus, il ne faut pas exagérer, mais bon, il y a à peu près quand même du matériau dans ce livre, enfin j'espère. Bon, on ne peut pas faire tenir les émotions dans une définition. J'ai cherché quand même, mais vraiment on ne peut pas. On ne peut pas faire une liste qui ait du sens des émotions. Hein, je pense aux travaux américains sur les émotions cardinales de l'être humain. Enfin bon, donc au secours. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement aller à la pêche, comme ça, très empiriquement, voilà, par les moteurs de recherche habituels, voilà, pour voir déjà quels sont, je vais aller à l'INA, là, pour voir quels sont les moments dans l'histoire de la télévision politique où il y a des colères, où il y a des émotions, où il y a des larmes, etc. Donc on finit par arriver à un nombre significatif de cas intéressants sur lesquels on peut dire quelque chose. Voilà. Donc on est très loin de la logique du corpus systématique. J'en conviens tout à fait. Ce qui m'obsède d'autant moins que j'y crois pas une seconde, c'est entre nous, mais que surtout c'était encore une fois fait par Marion dans sa thèse, donc j'allais pas repasser derrière. Donc ce qui m'intéresse, voilà, je tombe sur des trucs et puis j'essaie de voir après. Bon, je vais voir les commentaires dans la presse. Bon, voilà, les colères de Philippe Séguin. Bon, quel type de commentaires ça suscite dans la presse, les larmes de Ségolène Royal, les fous rires de Christiane Taubira, etc. Bon, infinie discutabilité des émotions politiques. Hein. Ça suscite énormément de commentaires. Donc, comme disait Nathalie Henich dans son travail pour Van Gogh, j'ai pas eu besoin de faire des entretiens, ça tombait tout seul. Hein. Il y a tellement de choses dites autour de cet objet-là que là, pour le coup, on est très vite confronté à un matériau assez monstrueux qu'il s'agit quand même d'essayer d'ordonner et auquel il faut un petit peu donner sens. Tout cela sans du tout savoir ce qu'est une émotion et en se permettant même de ne plus se poser la question puisque, bon, on y va, quoi. Alors, les résultats... bon, en gros, je pense qu'il y a 3 temps, si vous voulez, dans l'histoire des émotions. Alors, il y a un temps 1, si vous voulez, début de la Ve République, en gros, où les émotions sont sanctionnées sur le mode de l'écart. Donc cette période-là, elle est très simple à caractériser. C'est l'époque où la logique institutionnelle domine, et selon la logique institutionnelle, le contrôle de soi est une norme implacable, et les médias sont sur cette norme, l'activent, la prolonge et en sanctionne les écarts. Donc on peut dire que de ce point de vue-là, les médias fonctionnent comme les gardiens de l'ordre institutionnel, si on veut. Alors je vous donne 2 exemples. Simone Veil en 1974, photo dans l'Express, à la tribune de l'Assemblée nationale,
elle pleure. Elle pleure peut-être. Hein, voilà. La photo, le cliché, pas net du tout, mais bon, voilà, il y a un petit quelque chose qui évoque la possibilité d'un sanglot. Donc voilà, la presse se déchaîne, Simone Veil a pleuré, Simone Veil n'est pas à la hauteur, voilà, on ne pleure pas en politique, etc. Quelques années auparavant, Marcel Barbu, qui rappellera quelque chose aux plus anciens, dont j'ai fait la connaissance à cette occasion, à titre personnel. Enfin, je savais qu'il y avait un candidat fantaisiste qui s'appelait Marcel Barbu en 65, mais on ne savait rien de plus. Mais en fait, j'avais tort, parce que ça mérite le déplacement numérique, parce que c'est une haute personnalité. D'abord, c'est un type qui a un parcours tout à fait passionnant. Et puis, bon, Marcel Barbu a commis un crime institutionnel, n'est-ce pas? Il a pleuré devant les caméras de télévision, en pleine campagne présidentielle, et il pleure en disant « Général », donc il s'adresse au général de Gaulle, « vous n'avez pas de cœur, on sait que vous avez un cœur, mais on ne le voit jamais, etc., etc. » Et il en appelle au général de Gaulle. Bon, immédiatement, n'est-ce pas, il lui arrive ce qui arrivera à un candidat aux primaires américaines en 72, c'est-à-dire, bon, il a pleuré en public, donc terminé pour lui. Quoi. Candidat, fantaisiste, bon, pas seulement pour ça, évidemment, mais pour ça aussi. Bon, plus largement, je retrouve pas mal de littérature à l'époque sur, parce que les émotions, c'est pas que les larmes, sur la dénonciation, j'adore l'expression, des jeunes loups, hein, ou des vieux lions de la politique, donc des gens qui sont plutôt dans l'animalité, c'est-à-dire dans l'incapacité à contrôler leurs émotions. Donc la critique du premier Chirac comme jeune loup de la vie politique est en réalité une critique d'une forme d'incapacité à contrôler des pulsions d'agressivité, la capacité à faire des colères, des choses comme ça. Bon, et le modèle du vieux lion, Georges Frêche, dernière ligne droite, par exemple, correspond assez bien à ça. Alors, il y en a que j'aime beaucoup, c'est Maxime Grémetz. Donc, Maxime Grémetz, pour les plus jeunes, c'est ce député qui s'était battu physiquement avec les gens qui sont à l'entrée de l'Assemblée nationale parce qu'il était tellement en colère qu'il s'était garé devant, ce qui, paraît-il, est impossible. Je ne sais pas, j'ai jamais essayé de me garer devant l'Assemblée nationale. Mais voilà, et comme il avait bu un coup de trop, il en est venu aux mains. Donc, voilà. Donc ça, c'est la première période. Vous voyez, bon, au fond, c'est assez simple. Hein. Il y a un ordre institutionnel et on est sur le mode de la gaffe, en fait, hein, de l'écart, du faux pas, du pas de côté. Bon. Et les médias sanctionnent ça. Deuxième temps, c'est déjà un peu plus ambivalent. Ce qu'on pourrait appeler le modèle de la cohabitation entre un ordre institutionnel qui continue à dénoncer les émotions et un ordre médiatique ou un système médiatique, je ne sais pas comment dire, qui fait preuve d'une plus grande tolérance à l'égard des institutions et qui construit une espèce de contre-légitimité sur le mode certes, c'est une faiblesse, certes, c'est une gaffe, mais l'erreur est humaine, la gaffe est un signe d'authenticité, donc, voilà, certes, au regard des grandeurs institutionnelles, il y a faux pas, et c'est parce qu'il y a faux pas qu'on va zoomer dessus, hein, il y a bien scandale, si vous voulez, mais ce scandale ne doit pas forcément être entendu à charge contre celui qui s'est laissé aller. On peut aussi lui accorder une sorte de légitimité qui ne sera pas de la légitimité politique, mais qui sera une légitimité d'un autre ordre, celle sur laquelle moi je travaille, c'est-à-dire celle qu'on accorde à une personnalité indépendamment des institutions politiques, en dehors du rôle, qui est tout simplement sur le mode Giscard il a pleuré, c'est pas bien, ça se fait pas de pleurer à la télé, mais ça le rend sympathique. Hein, pauvre Giscard qui a pleuré à la télé. On est en 1994, c'est un débat contre Michel Rocard, en prévision des élections européennes, et donc on demande à Giscard ce qu'il pense d'un projet qui viserait à faire défiler des soldats allemands sur les Champs-Élysées. Ça y est, dit comme ça vous rappelle des choses, au moins aux plus anciennes, aux plus anciens. Et Giscard commence à répondre, et puis d'un seul coup se trouble et voilà, et dit, vous savez, pour les gens de mon âge, pour les gens de mon âge, voir des soldats allemands sur les Champs-Élysées, ça fait drôle. Voilà. Et Rocard est très très embêté en face parce qu'il ne sait plus du tout. Enfin là, il y a une espèce d'interaction goffmanienne où l'interlocuteur est obligé de faire preuve de tact pour remettre VGE dans l'interaction. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'effet de sympathie que ça suscite. On n'est plus dans la dénonciation. Il y a un effet de sympathie. Il y a un papier dans Le Monde à l'époque extrêmement intéressant là-dessus, en disant, bon, finalement, Giscard
aux fonctionnaires, etc., ne nous est jamais apparu aussi sympathique que ce jour-là. Je trouve ça aussi, par exemple, dans les portraits, et en particulier dans les portraits posthumes, donc dans les nécrologies, de Philippe Séguin, hein, dont on dit, c'est quelqu'un qui a le sens de l'État, son caractère, il a un tellement mauvais caractère qu'il n'a jamais pu accéder à la fonction de Premier ministre ou aux premières positions parce que son mauvais caractère le dessert. 3, plein d'anecdotes, voilà, les fameux téléphones portables que Philippe Séguin adorait jeter contre les murs à chaque fois qu'il avait une contrariété. Bon. Et 4, c'est du fait même de cette impossibilité, du fait même qu'il est empêché par ce mauvais caractère, ça le rend très sympathique. Et on va, alors vous allez me dire, c'est aussi parce qu'il vient de mourir, le pauvre homme, et on en célèbre la mémoire, mais du coup, voilà, hein, cette incapacité à jouer le jeu institutionnel et retourner, un retournement du stigmate, devient une sorte de, non pas de ressource politique, parce que du coup, il n'y en a plus grand-chose à faire, mais devient, en tout cas, un attribut positif autour, on est sur la catégorie de la nostalgie chevaleresque chez Elias, hein, c'est-à-dire, voilà, dans un monde de petits marquis, le chevalier authentique attire la sympathie. Et puis il y a un troisième temps sur lequel nous sommes aujourd'hui. Pour rappeler le contexte de suspicion, c'est-à-dire, puisque l'expressivité émotionnelle est codée comme authenticité, et puisque l'authenticité peut rendre populaire, nous sommes obligés, nous journalistes, nous commentateurs de la vie politique, d'exprimer un doute sur la sincérité des émotions exprimées. Et si tout cela n'était que comédie. Donc c'est la montée en puissance de la formule l'arme de crocodile. Donc vous voyez, la catégorie de l'arme de crocodile, elle ne fonctionne pas du tout pour Simone Veil, dans l'anecdote de tout à l'heure. Par contre, elle fonctionne très bien pour Christine Boutin. Quand on voit à quel point les larmes de Christine Boutin sont le déclenchement d'une PME politique, hein, c'est-à-dire candidature à l'élection présidentielle, fondation d'un parti, visibilité médiatique extrême, voilà, on construit l'équation qui est écart émotionnel égale visibilité, ce qui suppose au passage qu'on n'a pas complètement renoncé à la catégorie de l'écart, parce que si ce n'était pas un écart, on n'en parlerait pas. Donc c'est bien parce qu'on est toujours imprégné de l'idée institutionnelle que l'alarme est un écart qu'on en parle, ou que la colère est un écart qu'on en parle, mais du coup, cet écart donne de la visibilité. Alors c'est là où je ne suis pas d'accord avec... enfin, on n'est pas forcément... je ne suis pas forcément d'accord avec mes collègues là-dessus. Bon, moi, je pense que la visibilité, c'est une vraie ressource politique, il faut prendre ça très au sérieux. Et beaucoup de collègues me disent, oui, ça donne de la visibilité, mais la visibilité, c'est rien. Christine Boutin, elle a fait 1% à l'élection présidentielle. Donc c'est la limite de... Ils ont raison, mais comme ils ne sont pas là, je continue. Voilà, la visibilité, c'est une ressource politique qui permet d'exister dans le champ politique. Et bon. Alors c'est tous les débats, et là pour le coup c'est très facile hein, de trouver dans la presse trace de ce débat sur la sincérité des émotions affichées. Donc l'arme de crocodile, les fameuses scènes colères. Hein, est-ce que les scènes colères de... alors Ségolène Royal par exemple est particulièrement exposée hein, au risque à l'accusation, hein, je reviendrai sur la question du genre évidemment en conclusion, à l'accusation de verser des larmes de crocodile et d'exprimer des indignations de papier. Des débats, par exemple, sur les indignations de Mélenchon. Est-ce que ce sont de vraies colères? On a tous entendu ces anecdotes, Mélenchon très en colère, etc., s'en prend un journaliste, insulte, etc., puis une fois l'émission terminée, va boire un coup, non j'exagère, enfin, va discuter avec lui, parle littérature, etc., enfin passe complètement à autre chose. Donc qu'est-ce que ça dit et dans quelle mesure est-ce que ça interroge sur l'exigence d'authenticité que nous avons comme attente à l'égard des politiques? Bref, vous voyez... j'ai envie de faire valoir pour conclure sur ce point un modèle qui serait un modèle du basculement, c'est-à-dire de l'émotion écart par rapport à une norme qui est l'exemplarité et l'impersonnalité,
revanche du deuxième corps, si on veut, à l'émotion ressource politique, c'est-à-dire l'émotion, la capacité à exprimer des émotions comme ressource politique, dès lors que ces émotions sont perçues comme, ou l'expression de ces émotions est perçue comme authentique et comme, voilà, authentique. Alors du coup, on a des choses qui relèvent du retournement du stigmate, hein, c'est-à-dire que l'absence d'émotion, pour le coup, va devenir un problème. Donc là, bon, après beaucoup d'autres, Éric Neveu a beaucoup travaillé là-dessus, etc. Hein, l'injonction faite aux énarques, hein, énarque, c'est un modèle weberien du haut fonctionnaire qui contrôle ses émotions. L'injonction faite à des gens qui ont été formés au contrôle des émotions, l'injonction qui leur est faite d'exprimer des émotions, l'obligation de fendre l'armure, vous voyez, peut s'analyser comme le... Moi, j'ai pas mal travaillé sur Juppé, sur Fabius, hein, vraiment, dans leurs livres en particulier, c'est dit en permanence, hein, je suis capable d'émotion, mais oui, je vous promets, j'ai pleuré, etc. etc. J'ai travaillé aussi sur le cas Dominique Voynet, hein, à qui on reproche, alors c'est très intéressant, hein, parce qu'elle appartient encore à cette génération de femmes politiques qui a besoin de faire la preuve hein, que, entre guillemets, comme un homme, elles sont capables de contrôler leurs émotions et qui ne veulent pas être, évidemment, accusées d'émotivité. Hein. Donc elle est dans l'hypercontrôle, etc. Et du coup, face au naufrage de l'Erika, on lui reproche de manquer de cœur, on lui reproche de ne pas être capable d'avoir versé une larme suite à cette affaire. Voilà, donc renversement, droit aux émotions chez les politiques, et peut-être même plus que droit aux émotions, c'est-à-dire devoir injonction faite à obligation d'exprimer des émotions, et pas seulement des émotions d'intérêt général, pas seulement ces émotions exemplaires que j'évoquais tout à l'heure. Hein. Émotions, bien sûr, liées voilà, à la vie en société, bon, suite aux attentats, Obama il pleure suite aux assassinats d'enfants dans les écoles, etc. Bon, ça, c'est des émotions qu'on pourrait qualifier d'exemplaires, mais c'est aussi les émotions liées à la vie politique, c'est-à-dire j'ai perdu une élection. En principe, dans le modèle traditionnel, je perds une élection, je suis triste pour mes électeurs. Hein, mais moi, je ne suis rien là-dedans. Hein, je n'existe pas, je n'ai pas d'émotion personnelle. Là, désormais, j'ai perdu, j'ai pleuré. Hein, et puis, voilà. J'ai travaillé, par exemple, sur les larmes qu'a versées Fleur Pellerin au moment où elle apprend qu'elle ne sera plus ministre. Bon, et les journalistes sont là, et saisissent en direct, en quelque sorte, la découverte de cette nouvelle, bon, ben voilà. Donc la question c'est est-ce qu'elle a droit, est-ce qu'elle est à la hauteur, etc. Et même émotion liée à la vie privée. C'est-à-dire quand chez Karine Le Marchand, Arnaud Montebourg verse une larme parce que voilà, on évoque la question des enfants prématurés, et voilà, il dit moi je suis papa d'une petite fille qui est née de façon prématurée, etc., etc. Bon, il se met à pleurer. Donc commentaire dans la presse, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, et surtout est-ce que ça va le faire gagner, est-ce que ça va le faire perdre, enfin quel effet ça va avoir sur moi. Alors on peut considérer que c'était de très mauvaises stratégies politiques, et on peut aussi considérer que ça n'était pas une stratégie politique. J'ai évidemment aucun avis là-dessus, hein, sur le degré de... Alors, si je conclus, mais c'est beaucoup trop rapide. Bon, donc il me semble que la question des émotions, elle fait sens par rapport à une problématique de type individualisation, personnalisation, parce qu'elle participe d'un cadrage hyper serré sur les personnalités politiques, et encore une fois sur le deuxième corps et pas seulement sur le premier. Deuxièmement, ça interroge aussi évidemment... Alors, enfin, une façon aussi de conclure, c'est d'écrire dans le sens d'une féminisation du champ politique, à condition évidemment de mettre des guillemets à féminisation. Ça veut dire quoi, féminisation? Bon, en l'espèce, ça veut dire droit aux émotions, évidemment renvoyer à un imaginaire genré hein, qui situerait les émotions du côté des femmes et le contrôle de soi du côté des hommes, ce qui n'est évidemment l'opinion de personne parmi nous, mais c'est bien comme ça que ça fonctionne dans le champ politique, et c'est bien comme ça que les stratégies de présentation de soi des acteurs vont se déployer. Hein. J'ai essayé de travailler un petit peu sur l'image de Martine Aubry, Dame de Fer, voilà, sur toute la polémique suite au livre de Philippe Alexandre, voilà, décrivant Martine Aubry comme une espèce de monstre incapable d'émotion, etc. En tout cas, incapable d'émotion autre que des coups de colère à l'égard de ses collaborateurs.
Alors au passage, une des limites du travail, c'est quand on croise genre et émotion, vous voyez, il faudrait idéalement découpler des émotions qui sont plutôt perçues comme féminines, des émotions qui sont plutôt du registre masculin, agressivité versus larmes. Et évidemment, là, on verrait qu'on est sur un modèle en 3 dimensions et que les stratégies des acteurs, ce que Ruth Amossi appelle l'éthos, c'est-à-dire les stratégies de présentation de soi à partir d'un éthos préalable, c'est-à-dire je suis une femme et je veux me donner à voir comme présidentiable, donc comme capacité, etc., comme étant capable de, etc. Bon, c'est tout ça qu'il faudrait. Et le dernier point, alors, bon, c'est juste des hypothèses comme ça un peu très ambitieuses, mais le ridicule ne tue pas en sciences sociales. Et si la représentation démocratique était désormais presque principalement une affaire d'émotion. Alors, je m'inspire un peu du travail de Damon-Mayafre sur le discours de Sarkozy. Le discours de Sarkozy, c'est ça. C'est « je vous représente », non pas parce que je vis comme vous. Donc la notion de représentativité se découple des ancrages sociaux ou socio-économiques. Je gagne 20 fois plus d'argent que vous, et quand je dis 20 fois plus, c'est peut-être 200 fois plus. Mon mode de vie n'a rien à voir avec le vôtre, mais la représentation démocratique, elle repose sur l'idée que je ressens les mêmes choses que vous. Alors ça, c'est dans le texte de Sarkozy. Voilà, le discours sarkozien, il est très très riche en références aux émotions. Et donc voilà, moi il me semble que ça peut nourrir une réflexion sur la représentativité ou la représentation démocratique à partir du prisme des émotions, ce qui est aussi une façon de complètement congédier les logiques de classe sociale, par exemple. Donc c'est pas une mince affaire. Alors vous allez me dire, c'est juste une hypothèse comme ça, mais c'est pas une mince affaire. Et puis, deuxième hypothèse encore plus délirante, ou encore plus ambitieuse, et si l'émotion était une action publique, je veux dire, dans un contexte d'impuissance décisionnelle, et si l'émotion était la réponse que les politiques peuvent donner aux situations sociales. En gros, ce crime est abominable, ces attentats sont criminels, etc. On ne peut rien faire contre. Je sais que je ne peux rien faire contre. Vous savez que je ne peux rien faire contre. Je sais que vous savez que je sais. Bon, voilà. Mais, alors ça a à voir un peu avec la notion de reconnaissance chez Axel Honneth. Je vais répondre par ce que vous attendez de moi, c'est-à-dire, non pas... Enfin, voilà, ma posture émotionnelle va être la réponse du politique à l'événement ou à l'évolution sociale. Au fond, voilà, une réponse, en quoi est-ce que les postures émotionnelles, en quoi est-ce que l'expressivité émotionnelle serait une réponse à l'impuissance décisionnelle. On attend des politiques non pas qu'ils règlent nos problèmes, mais qu'à l'évocation de ceux-ci, ils endossent la façade émotionnelle qui sonne pour nous comme une sorte de reconnaissance. Bon, ils partagent notre colère, ils partagent notre indignation. Voilà. Bon, c'est... Moi, j'avais travaillé il y a très longtemps sur justement sur l'ERICA, sur les petits élus face à la marée noire de l'ERICA. Voilà, c'est ça. Alors, ils ne pouvaient rien faire. Hein, bon. Alors, il y en a, évidemment, mais face... l'État était là, hein, mais pour les tout petits élus, le seul moyen, c'était de se faire photographier dans Ouest France avec un ciré et des bottes. Hein, et puis la gueule qui convient, c'est-à-dire une espèce de tronche désolée sur le mode... voilà. Bon, donc, une hypothèse qui pourrait être intéressante, c'est de travailler dans cette perspective-là. C'est-à-dire oser mettre sur le même plan ce que notre monde ne saura pas faire parce que la division du travail y est trop mécanique, mais oser mettre sur le même plan les réponses en termes d'éthos, de présentation de soi, ou d'attitude, etc., et les réponses en termes d'action publique. Voilà, j'ai fini. Merci de votre attention.